Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous business. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Frédéric Aron. Il est coach professionnel et il vient de sortir un ouvrage Passion gagnante, vivez votre rêve d'entrepreneur. Donc ça tombe très bien pour notre émission. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Céline. Alors 2 mots d'abord sur votre parcours. Comment on devient coach professionnel ? Alors, pour devenir coach professionnel, il y a une formation spécifique, il y a des formations spécifiques en coaching. Après, sur la façon générale de devenir coach, je pense que chacun a son parcours individuel. Moi, ça a été l'aboutissement en fait d'un cheminement assez long et j'espère aussi assez riche, où j'ai quitté en fait un emploi salarié qui ne me convenait plus pour rechercher autre chose. J'étais aussi passionné de développement personnel. Donc après avoir beaucoup consommé de livres, de programmes, de développement personnel, etc., je suis arrivé à un stade où je me disais, enfin c'est pas simplement que je me le disais, c'est que je ne pouvais plus faire que quelque chose que j'aime vraiment. Et je me suis demandé comment faire du développement personnel un métier. Et donc je suis passé par une formation spécifique en coaching pour ça. Alors, votre titre, Frédéric, c'est le coach rebelle. Alors, c'est très accrocheur, très surprenant. Est-ce qu'en termes marketing, parce qu'on parle aussi marketing dans cette émission, c'est quelque chose qui fonctionne bien Alors, c'était... Sur le fait que ça fonctionne bien ou pas, c'est vrai que le coach rebelle, c'est, comme on dit en marketing, c'est une marque clivante. C'est-à-dire que quand on entend le coach rebelle, en général, il y a des gens qui disent « j'adore » et il y a des gens qui disent « ouh là là, c'est quoi cette histoire de coach rebelle ?» En tout cas, ça laisse pas indifférent, voilà. C'est sûr. Ouais, et c'était le but. C'est vrai que à la fois, ça part de quelque chose d'authentique, le coach rebelle, et en même temps, ça coïncide avec une démarche marketing. Ouais. C'est vrai que quand on entend le coach rebelle, ça... J'espère quand même que ça sort un peu du lot. Et par exemple, mon site, c'est le coachrebelle.com. Et je pensais que c'était plus facile de communiquer là-dessus que sur, ou en tout cas au départ, au lancement, que sur mon nom, par exemple. Alors, vous ne recevez pas que des managers dans votre travail de coach, mais coaching et management restent liés de façon ténue. Alors, comment ça s'articule un petit peu ces deux approches ? Ok. Alors en fait, le coaching, c'est par excellence la discipline de l'humain. Et les problématiques des managers, très souvent, c'est qu'ils savent comment manager, ils ont la théorie du management, mais en fait, la grande difficulté du management, ce sont les relations. Et quand on a des relations difficiles avec les autres, ça fait résonner des choses en nous. Et c'est souvent à ce moment-là que le coaching intervient. C'est-à-dire que le simple fait de connaître les différents types de management, par exemple, ou de faire des réunions, ou de suivre un plan, ça ne suffit plus. Le manager doit travailler, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de laborieux, en fait, le coaching. C'est plutôt quelque chose de libérateur, assez vite, assez rapidement. Mais il y a cette dimension de la prise en compte de soi. Et c'est là que le coaching intervient. Justement, Frédéric, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, le coaching, c'est faire appel aux ressources que l'on a à l'intérieur et savoir les exploiter. Au niveau des managers, quel fil il y a éventuellement à tirer ? Qu'est-ce qu'il faut travailler pour devenir un bon manager ? Ok. Alors, avant même la notion, c'est vrai qu'il y a cette notion de ressources intérieures à mobiliser. Alors, pas avant même, mais pour mobiliser ces ressources-là, justement, il y a quelque chose qui est très souvent oublié, c'est le fait de prendre soin de soi. Ça commence par là. C'est-à-dire que si, je prends une image, si on prend sa voiture le matin, que la voiture commence à chauffer, il y a une fumée blanche qui sort du capot, on va tout de suite d'arriver à destination. Non mais voilà, et on va tout de suite s'arrêter sur le bord de la route, quoi. On va surtout pas accélérer pour essayer d'aller plus vite. Et très curieusement, nous, en tant qu'humains, on fait le contraire. C'est-à-dire que quand on commence à sentir de la fatigue ou de l'épuisement ou qu'on est à bout, en général, enfin très souvent, on ne va pas nécessairement prendre soin de soi. Alors j'aurai peut-être l'occasion de dire ce que ça signifie prendre soin de soi, mais on va appuyer sur l'accélérateur. Et c'est la meilleure façon d'aller dans le mur, en fait. Alors ça veut dire qu'un manager, il doit être bien dans ses baskets avant toute chose. Oui, mais ça renvoie à des choses assez complexes quand même, notamment la satisfaction de ce qu'on peut appeler des besoins humains ou des besoins psychologiques. Alors de la même façon qu'une voiture, pour avancer, elle a besoin d'avoir suffisamment d'essence, de l'huile, etc. Ben, nous, en tant qu'êtres humains, pour fonctionner correctement, on a aussi besoin d'avoir de satisfaire certains besoins en nous. Ça peut être le besoin de reconnaissance, ça peut être le besoin de connexion aux autres, ça peut être à certains moments le besoin de solitude. Il y a plusieurs modèles en fait qui étudient ces besoins psychologiques et c'est souvent lié à la notion de profil de personnalité aussi. À la fois pour le manager, savoir qui il est
et dans quel environnement il va pouvoir, lui, exceller ou bien performer, et savoir aussi qui sont les autres et comment communiquer au mieux avec eux et comment leur permettre d'exprimer au mieux leurs compétences. Alors justement, en économie, on parle souvent de confiance. Oui. Par exemple, on dit souvent que les ménages, s'ils n'ont pas confiance, ils vont épargner et pas investir. Alors j'imagine qu'au niveau individuel, c'est la même chose. Et du manager, s'il n'a pas confiance, il ne va pas transmettre les bonnes valeurs, les bons sentiments, la même confiance. Alors oui, la confiance, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ce qui se passe quand on n'a pas confiance, c'est que souvent, on ne va plus écouter ses bonnes intuitions. On aura tendance à dire « c'est moi le problème », focaliser sur soi, alors que ça n'est peut-être pas soi le problème, mais ça peut être un environnement, ça peut être une stratégie qui n'est pas bonne. Mais le fait de manquer de confiance, ça va faire qu'on va on risque de focaliser le regard sur nos faiblesses et ainsi s'affaiblir encore davantage. La confiance aussi, dans le milieu de l'entreprise, pour qu'un manager fonctionne bien avec ses équipes, il faut bien sûr qu'il y ait de la confiance mutuelle. Et la confiance mutuelle commence déjà par la confiance en soi. En période de crise, si une personne annonce, je ne sais pas, des changements, des mesures ou un plan ou quoi que ce soit, et qu'on sent qu'elle ne croit pas en ce qu'elle dit, il est quasiment sûr que les personnes à qui elle parle ne croiront pas non plus en ce qu'elle dit. Le manager perd en crédibilité en quelque sorte. Voilà, absolument. Au niveau de ces nouvelles générations d'entrepreneurs qu'on appelle souvent les start-upers, est-ce qu'il y a une différence de perception au niveau de la confiance justement et de relation à la confiance J'ai l'impression que ce sont des entrepreneurs qui prennent plus de risques. Souvent, une start-up, par définition, on ne connaît pas le modèle économique qu'on va mettre en place, mais on avance sans forcément savoir où on va. Est-ce que, en tant que coach, vous percevez cette différence avec la notion de confiance ? Alors, en tant que coach ou en tant que personne ou citoyen aussi qui observe ce qui se passe, le contexte actuel favorise cela en fait. C'est-à-dire que nos parents en fait ont grandi dans une économie qui semblait en tout cas solide, qui offrait un avenir. Il y avait un contrat social ou un contrat économique qui était clair, enfin, ou en tout cas qui était viable. C'était je consacre ma vie par exemple à une entreprise, l'entreprise m'assure une rémunération, la retraite, etc. Je fais bien mon travail, l'entreprise prend soin de moi. Aujourd'hui, on voit que ce modèle-là ne tient plus parce que l'entreprise n'a pas forcément les moyens de garantir à long terme je dirais la sécurité en fait de l'employé ou du collaborateur. On est dans un environnement qui est très changeant, très mouvant et donc c'est plus difficile de s'appuyer sur le monde extérieur pour progresser et donc nécessairement on a tendance à revenir sur soi-même, à se baser sur soi-même et donc d'où cette question de confiance où notre repère va plus être nécessairement extérieur, mais on va se baser sur nos valeurs, sur nos envies, sur nos désirs, plus sur des choses intérieures en fait. Alors quels sont les grands écueils, les grandes erreurs que peuvent commettre les managers aujourd'hui ? Alors, ce que je constate avec beaucoup de managers, et je ne sais même pas si... Oui, on peut appeler ça erreur, mais je dirais que c'est souvent un couac de départ, c'est que beaucoup de managers ont tendance à fonctionner avec l'équipe qu'ils devraient avoir ou l'équipe qu'ils pensent qu'ils devraient avoir et pas avec l'équipe qu'ils ont vraiment. C'est-à-dire que je vais souvent entendre des remarques comme « mais ça ne devrait pas arriver » ou « je ne devrais pas avoir à faire ça ». Et ce qui fait que en fait, la mission réelle du manager, lui, il l'aperçoit comme quelque chose qu'il ne devrait pas forcément faire. Et je m'explique, c'est qu'au fond, ça va peut-être surprendre, mais la mission fondamentale du manager, c'est de régler les problèmes. Voilà. On met un manager en poste parce qu'on pense qu'il aura la capacité de régler les problèmes. S'il n'y a pas de problème, tout le monde peut être manager. S'il n'y a aucun problème, tout le monde peut entraîner Barcelone, tout le monde peut entraîner le PSG, etc. C'est quand il y a des problèmes qui arrivent que la capacité managériale vraiment est pleinement sollicitée. Donc, quand le problème survient et que le manager se dit « Ah, mais le problème m'empêche de faire ma tâche », en fait, non. La tâche, c'est régler le problème. Donc, il y a déjà cet aspect de partir vraiment du réel et pas de comment les choses devraient être. Donc, ça veut dire que le manager, il tâtonne aussi chaque jour et il doit s'adapter à toutes les situations. On parle de chaos management aujourd'hui où c'est ça, oui, les repères extérieurs sont mouvants et il faut avoir une certaine souplesse
pour pouvoir bien fonctionner. Et cette souplesse, elle va nécessairement être liée à une certaine authenticité. C'est-à-dire que le manager vrai va avoir plus de facilité à évoluer dans un monde complexe. Alors, quand je dis vrai, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit tout dire ou dire tout ce qu'on pense. Avec sincérité. Voilà. Et ça va plus résonner avec les autres que le manager qui va porter un masque de rigidité en se concentrant sur ce que devrait être sa fonction et qui, en même temps, en se concentrant uniquement sur le masque, s'enlève de la puissance personnelle parce qu'il n'est plus authentique dans sa communication. Alors, selon vous, Frédéric, les qualités essentielles pour être un bon manager, quelles seraient-elles ? Alors, moi, être vrai, avoir le sens du réel, le vrai intègre. C'est-à-dire que quand on va fonctionner aussi sur nos valeurs personnelles, on va avoir cette cohérence qui va nous permettre qui va être déjà une base solide pour la communication avec les autres. Donc, pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais être soi-même. Ça, c'est souvent la grande erreur, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une différence notable, toujours dans cette notion de confiance en soi, entre les hommes et les femmes, par exemple ? Est-ce que les femmes managers ont plus confiance en elles, ou en tout cas donnent l'apparence d'être plus confiantes que les hommes, par exemple ? Alors, en coaching même, c'est pas forcément une différence que j'ai constatée. Mais disons qu'en tant qu'observateur de la vie économique ou de la vie de l'entreprise, en discutant simplement avec des professionnels, je me rends compte que souvent, les femmes doivent en faire davantage ou elles s'imposent davantage. Pardon ? Elles se blindent peut-être davantage pour s'imposer, parfois dans des milieux masculins. Ouais, il y a ça. Et je pense vraiment qu'elles ont le sentiment, qu'elles doivent en faire davantage pour être reconnues à leur juste valeur. Je crois que l'égalité homme-femme dans l'entreprise, bon, sans doute qu'on y arrive, mais on n'y est pas vraiment encore. Et je crois que beaucoup de femmes ressentent ça et donc elles ont tendance à en faire plus et à être plus exigeantes aussi avec elles-mêmes. Donc paradoxalement, le fait d'être exigeant avec soi-même, bon, c'est un critère de performance, mais c'est vrai que ça peut être aussi une source de remise en cause qui amène à une remise en question de la confiance parce qu'on veut tellement être parfait ou tellement bien faire que c'est pas toujours réaliste en fait. Alors, à quel moment on peut juger utile, entre guillemets, de se tourner vers un coach ? Okay. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter ou des moments de doute, peut-être ? Ok. Alors, moi, les personnes que je vois en coaching, ce sont souvent des personnes qui se sentent dans une impasse. Et je crois que je ne dis pas que c'est comme ça que ça doit être, parce qu'on peut aller voir un coach avant d'être dans l'impasse. Mais dans les faits, les gens vont voir un coach vraiment quand eux, ils ont l'impression que là, ils n'en peuvent plus, quoi, qu'ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, ils n'y arrivent plus et il faut absolument qu'ils changent quelque chose. Je crois que tant qu'on n'a pas atteint ce point de « il faut absolument que ça change », les gens attendent encore ou ils essaient encore autre chose. Alors, malheureusement, ils attendent souvent d'être vraiment à la limite de leur capacité personnelle ou émotionnelle pour aller voir un coach. Alors, je vais redire 2 mots de cet ouvrage, Passion gagnante. On le retrouve en vente en Guadeloupe ? Alors, pas tout à fait. En fait, il est disponible sur Amazon. Je vais en mettre quelques exemplaires dans les librairies locales. Enfin, je vais en mettre. Il faudrait que chacun discute avec les librairies. Je l'ai reçu qu'hier. Donc là, c'est la version définitive. C'est très récent. Ou sinon, les gens peuvent me contacter directement. Donc, pour le moment, soit Amazon, soit me contacter directement. Je ne sais pas si on pourra mettre ou donner une adresse email. On peut la donner tout de suite. D'accord. Donc, ça sera contact @quantumcoaching.fr. Donc QUANTUMCOACHING.fr. Ouais, en tout cas, voilà un bel outil pour se dépasser en tant que manager. Alors, c'est plus les entrepreneurs là que ça... Et les entrepreneurs, en l'occurrence. Il y a l'aspect managérial de l'entrepreneur. Il y a un chapitre qui est consacré au leadership de l'entrepreneur. Il y a des éléments aussi de marketing, de développement personnel, de stratégie. C'est vraiment, en fait, partir d'une idée ou d'une passion et d'en faire une activité viable. Alors, vous avez une petite formule que j'aime beaucoup, Frédéric, c'est libérer le héros qui est en nous. Alors, peut-être on y est arrivé ce soir.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, libérer le héros? On a tous un héros en nous? Ouais, je crois vraiment qu'on a des capacités dont on n'a pas forcément conscience et qui sont libérées soit quand on va se retrouver dans des situations où ça va être nécessaire qu'on le fasse, ou qu'on prenne le temps de s'explorer soi-même. Dans nos activités quotidiennes, on passe beaucoup de temps à se concentrer à des choses que l'on fait, alors qu'on a un trésor en nous dont on n'a pas forcément conscience. Il y a cette petite fable en fait du mendiant qui est assis sur un coffre dans lequel il y a un trésor et qui demande 2-3 pièces d'or alors que le véritable trésor il est en lui, quoi. Eh bien, merci Frédéric pour merci à vous. Tous ces éclaircissements et ces messages positifs. C'est la fin de ce rendez-vous business. Je vous retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.